Respirer la vie, et la vie est belle. Il y a un rêve que j'ai fait toutes les nuits pendant des années. Je vous l'ai raconté au début. La falaise, les vagues, l'hélicoptère, Tom, l'arme, la noyade. Ce rêve qui revenait avec la régularité d'une marée, qui s'installait chaque nuit comme s'il avait quelque chose à me dire et qu'il attendait patiemment avec cette patience absolue des choses qui savent qu'elles finiront par être entendues, que je sois prête à l'entendre. Ce que je ne vous ai pas dit tout de suite, c'est que j'ai modifié la fin. Dans ma version, celle que j'ai construite à l'adolescence, lentement, par petits fragments, comme on répare quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, Tom tend la main. On s'accroche tous les deux à l'échelle de l'hélicoptère et on s'envole, on se sauve, ensemble. Le mot le plus simple et le plus difficile, ensemble. Posé à la fin du rêve comme une promesse qu'on se fait à soi-même, qu'on répète jusqu'à ce qu'elle prenne la consistance du possible. Ce n'est pas de la naïveté. J'ai 32 ans. J'ai été arrachée à ma famille à 5 ans, sur ce chemin de terre dont je ne me suis pas retournée, dont je savais sans le savoir que c'était la dernière fois. J'ai perdu ma langue maternelle avant de savoir que c'était une perte, cette disparition-là, la plus silencieuse, celle qu'on ne remarque qu'après, quand on cherche les mots et qu'ils ne sont plus là. J'ai traversé des maladies, des deuils, des abandons, des recommencements, ces recommencements qui épuisent et qui construisent en même temps, qui laissent des cicatrices, et de la force dans le même geste, qui ne peuvent pas être séparés en ce qu'ils coûtent et ce qu'ils donnent parce qu'ils sont les deux simultanément. J'ai aimé des hommes qui ne pouvaient pas rester. Pas tous par manque de volonté, pas tous par faiblesse, parfois simplement parce que les conditions n'étaient pas réunies, parce que l'amour et la viabilité sont deux choses distinctes que j'ai longtemps confondues. J'ai tout quitté pour certains d'entre eux, j'ai appris à chaque fois quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre autrement, ce quelque chose-là qui ne s'apprend pas dans les livres, qui ne s'apprend que dans la vie réelle, dans la vraie douleur, dans l'expérience directe de ce qu'on croyait savoir et qu'on ne savait pas encore. Je sais ce que la vie coûte. Je l'ai payée comme tout le monde à ma façon, cette façon-là qui n'est pas celle de tout le monde, qui porte les marques de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai choisi et de ce que je n'ai pas choisi. Mais je sais aussi ce que dit mon grand-père dans ma tête depuis qu'il n'est plus là pour le dire lui-même, cette voix-là qui ne s'est pas tue avec lui, qui est restée, qui continue de parler dans l'endroit où on range les voix des gens qu'on a aimés et qu'on ne peut plus entendre autrement. Fleur, tu es ma vie, la vie est belle. Il a fait la guerre à 18 ans. Il avait perdu Jeanne dans un accident de voiture sur le chemin du retour de l'hôpital alors qu'elle se battait déjà contre la leucémie. Deux coups, d'un seul coup, comme si la vie avait voulu s'assurer qu'il comprenne bien ce qu'elle voulait faire, ce dont elle était capable quand elle décidait de frapper. Et pourtant, jusqu'au bout, avec ses 4 doigts marqués par le labeur, posés sur n'importe quelle belle surface, il regardait le monde et il disait « La vie est belle ». Ce n'était pas l'aveuglement, ce n'était pas la légèreté de quelqu'un qui n'aurait pas souffert, qui n'aurait pas eu les raisons réelles de ne pas le croire, c'était un choix conscient, répété, difficile certains jours et évident d'autres, mais toujours choisi, jamais donné, jamais acquis une fois pour toutes. La sagesse construite sur des décombres, cette formule-là, j'ai dit de lui, je la redis parce qu'elle dit exactement ce qu'elle doit dire et qu'aucune autre ne la remplace. Les gens qui disent que la vie est belle sans avoir jamais eu des raisons sérieuses de ne pas y croire, ça ne pèse pas grand-chose. Lui avait toutes les raisons du monde et il y croyait quand même. Ça pèse, et ça pèse encore. C'est le choix que j'essaie de faire aussi, chaque matin, avec ce que j'ai, pas avec ce que je voudrais avoir, pas depuis l'endroit où je voudrais être, mais depuis là où je suis, avec ce qui est là, avec ce que la vie a fait de moi et ce que je fais de ce que la vie a fait de moi. Je cherche encore l'homme qui s'accrochera à l'échelle avec moi, qui restera sur la falaise au lieu de tirer, pas par héroïsme, pas par sacrifice, mais simplement parce que c'est ce qu'on fait quand on est là, vraiment, quand on est présent d'une façon qui ne négocie pas sa présence. Qui n'est pas une tempête, pas cette intensité-là qui embrase et qui brûle et qui laisse des cendres là où j'avais cru voir des fondations, mais un horizon dégagé, quelque chose de plus durable, de plus stable, de plus doux peut-être que ce à quoi j'ai été habituée, que ce que j'ai appris à reconnaître comme désir. Il ressemblera peut-être moins à ce que je reconnais immédiatement. Il viendra peut-être sans cette électricité des débuts qui m'a si souvent convaincue que quelque chose était réel, parce que ça faisait mal dans la poitrine, comme si la douleur était une preuve, comme si ce qui ne fait pas mal ne comptait pas vraiment. Je travaille à apprendre à le reconnaître autrement, à faire confiance à ce qui dure plutôt qu'à ce qui brûle, à cette chaleur-là plus discrète, plus constante, qui ne s'annonce pas avec fracas, mais qui est encore là le lendemain matin et le surlendemain et après. C'est un apprentissage lent, comme réapprendre une langue qu'on a perdue, mot par mot, en cherchant dans la bouche quelque chose qui ressemble à une mémoire et en trouvant parfois à sa place quelque chose de nouveau. En attendant, je vis, je crée,
J'écris des poèmes, parfois seul dans le silence de ce qu'on ne peut pas dire autrement, parfois à quatre mains avec quelqu'un qui comprend ce que les mots font quand on les choisit bien, quand on les laisse dire ce qu'on n'aurait pas su formuler seul. Je fais mon podcast, Les choses de la vie, et j'y mets la voix de mon grand-père sans le nommer à chaque fois. Cette fois-là qui dit les choses simples, qui dit que le présent méritait d'être habité, qui dit ce qu'il disait avec ses 4 doigts sur ma tête. Je profite du présent avec ma mère, les concerts, à la cité musicale, le jardin botanique, les films, le temps partagé qui ressemble à de l'amour parce que c'en est, et cet amour-là qui n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réel. Je réapprends des mots vietnamiens lentement, Xin Chao, Camon, les chiffres de 1 à 10, les premiers mots d'un retour qui n'est pas encore terminé, les premiers mots d'une langue qui m'appartiennent encore même de loin, même maladroitement. Je travaille sur l'architecture des territoires, je construis des espaces pour les vivants, pour ceux qui restent et qui ont besoin d'un endroit où poser ce qu'ils portent, où déposer le deuil et la joie et la mémoire et tout ce qu'on ne sait pas encore toujours où mettre. Je mémorise ce qui me semble important, les visages, les moments, les lumières particulières des après-midi qui méritent d'être regardées, les levées et couchers de soleil, de ces mémoires-là que j'ai depuis mes 5 ans, qui n'a jamais cessé, qui est ma façon d'être au monde. Je suis Fleur, A, Ti, Tiang, Nguyen, les deux ensemble, debout, pas l'une à la place de l'autre, pas l'une malgré l'autre, mais les deux simultanément, les deux qui se tiennent, qui se complètent, qui font ensemble quelque chose qu'aucune des deux ne ferait seule, comme le yin et le yang. J'ai 32 ans, je suis arrivée de Hanoï avec rien, pas de langue, pas de repère, pas de nom français, juste un corps de 5 ans et une cicatrice sur la joue que la faucille de ma sœur avait laissée, preuve que j'avais existé là-bas avant d'exister ici, preuve que quelque chose de premier précède tout le reste et ne disparaît pas. Et j'ai construit une vie entière, pas parfaite, pas sans perte, pas sans cicatrices, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, celles qui sont dans la peau et celles qui sont ailleurs, plus profond, dans l'endroit où les choses s'inscrivent avant qu'on sache les nommer, mais entières, réelles, à moi. Alors oui, la vie est belle. Ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas une réponse qui ferme les questions, c'est un choix comme celui de mon grand-père répété chaque matin. Difficile certains jours et évident d'autres, mais toujours choisi. Fleur, tu es ma vie, la vie est belle, je l'entends encore et je crois que je l'entendrai toujours. Prologue. Depuis mes 5 ans, je mémorise. Les noms, les visages, les lieux, les dates, les détails qui paraissent insignifiants sur le moment et qui ne le sont jamais vraiment, jamais tout à fait, même quand ils le semblent pendant des années, même quand on ne comprend pas encore pourquoi on les a gardés, pourquoi quelque chose en soi a décidé sans demander qu'il méritait d'être conservé. Les conversations entières, leurs inflexions, leurs hésitations, leurs silences, ces silences-là surtout, qui disent souvent plus que ce qui est dit et que la mémoire ordinaire laisse filer sans les retenir. La lumière particulière d'un après-midi dont je savais sans savoir pourquoi qu'il faudrait le garder, cette certitude-là obscure et précise qui précède toujours les explications et qui a rarement tort. Ce livre est la mémoire de mon histoire. Je l'ai écrit pour ne rien perdre, ou plutôt parce que certaines choses sont déjà perdues et qu'elles méritent quand même une trace, parce que la perte n'est pas une raison suffisante pour le silence, parce que ce qui est parti peut encore exister d'une façon différente dans les mots qu'on lui donne, pour transmettre ce que j'ai traversé à ceux qui reconnaîtront quelque chose dans ces pages, un fragment, une sensation, un nom pour quelque chose qu'ils portaient sans pouvoir les nommer. Cette reconnaissance-là qui fait qu'on n'est plus seul, avec ce qu'on croyait porter seul. Pour la petite fille sur la falaise aussi, celle qui méritait qu'on lui tende la main, qu'on reste à ses côtés, qu'on lui dise clairement sans détour que son histoire valait la peine d'être racontée, que les histoires qui commencent dans la perte et la langue arrachée et les cicatrices qu'on n'a pas choisies méritent autant d'être racontées que les autres, peut-être davantage parce qu'on les raconte moins souvent. Elle le valait, elle le vaut. Les noms des personnes ont été conservés tels quels avec leur accord implicite dans le fait d'avoir existé dans ma vie, d'avoir compté, d'avoir laissé une empreinte que je n'avais aucune raison de dissimuler et que je n'aurais pas pu dissimuler honnêtement parce que certaines présences sont trop réelles pour être rendues anonymes sans les trahir. Tout est vrai, aussi précisément que ma mémoire peut le restituer, et ma mémoire, vous le savez maintenant après tout ce que vous avez lu, après tous ces détails que j'aurais pu oublier et que je n'ai pas oubliés est fidèle, parfois douloureusement fidèle, de cette fidélité-là qui ne fait pas de cadeaux, qui ne lisse pas les bords, qui ne transforme pas ce qui était dur en quelque chose de plus supportable avec le recul. Ce que j'ai vécu est ici, comme je l'ai vécu, dans sa lumière exacte, à son heure exacte, avec son poids exact, c'est son don, c'est aussi son prix, et c'est finalement la seule chose que j'ai trouvé de rendre hommage à ce qui a existé, en le disant vrai, en le disant entier, en lui accordant la dignité de ce qu'il était réellement, plutôt
que de ce qu'il aurait été plus commode qu'il soit. Ce livre est ce que ma mémoire a fait de ma vie, ce que ma vie a fait de moi, vous le savez maintenant aussi.